Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'OTAN. Oui, c'est quand même une organisation qui n'est pas négligeable. Du fait que, comme vous avez pu le constater par vous-même et comme on en a déjà parlé sur nos précédentes vidéos, cette organisation nous a mis un petit peu dans le brin. Mais avant de revenir dessus, parce que récemment, il y a eu donc une réunion pour discuter de comment on va traiter l'ennemi. Quand je dis l'ennemi, je devrais plutôt dire les ennemis. Mais avant toute chose, je pense qu'il est important de remettre un petit peu les choses dans l'ordre de qu'est-ce que l'OTAN ? L'organisation du traité de l'Atlantique Nord. En réalité, de quoi il s'agit ? Pour comprendre, il faut remonter en 1947. Le traité de Dunkerque a été signé par la France et le Royaume-Uni le 4 mars 1947, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et du début de la guerre froide, en tant que traité d'alliance et d'assistance mutuelle en cas d'éventuelle attaque de l'Allemagne ou de l'Union soviétique. En mars 1948, cette alliance a été élargie dans le traité de Bruxelles pour inclure les pays du Benelux, formant l'organisation du traité de Bruxelles, communément appelée l'Union occidentale. Pour parler pour une alliance militaire plus large, qui pourrait inclure l'Amérique du Nord, a également commencé ce mois-là, aux États-Unis, où leur politique étrangère, sous la doctrine Truman, a promu la solidarité internationale contre des actions qu'ils considéreraient comme une agression communiste, comme le coup d'État de février 1948 en Tchécoslovaquie. Ces pourparlers aboutiront à la signature du traité de l'Atlantique Nord le 4 avril 1949 par les États membres de l'Union occidentale, plus les États-Unis, le Canada, le Portugal, l'Italie, la Norvège, le Danemark et l'Islande. Le diplomate canadien Lester B. Pearson était un auteur clé et un rédacteur du traité. Le traité d'Atlantique Nord était en grande partie inactif jusqu'à ce que la guerre de Corée initie la création de l'OTAN pour le mettre en œuvre avec une structure militaire intégrée. Cela comprenait la formation du quartier général suprême des puissances alliées en Europe, le SHAPE, en 1951, qui a adopté de nombreuses structures et plans militaires de l'Union occidentale, y compris leurs accords sur la normalisation des équipements et les accords sur le stationnement des forces militaires étrangères dans les pays européens. En 1952, le poste de secrétaire général de l'OTAN a été créé en tant que chef civil de l'organisation. Cette année-là a également vu le premier grand exercice maritime de l'OTAN, l'exercice Manbrace, et l'adhésion de la Grèce et de la Turquie à l'organisation. À la suite des conférences de Londres et de Paris, l'Allemagne de l'Ouest a été aussi autorisée à se réarmer militairement car a rejoint l'OTAN en 1955, ce qui a été à son tour un facteur majeur dans la création du pacte de Varsovie dominé par les soviétiques, délimitant les camps opposés de la guerre froide. La construction du mur de Berlin en 1961 a marqué un pic dans les tensions de la guerre froide, lorsque 400 000 soldats américains étaient stationnés en Europe. Les doutes sur la solidité des relations entre les États européens et les États-Unis ont fluctué, ainsi que des doutes sur la crédibilité même de la défense de l'OTAN contre une éventuelle invasion soviétique. Doutes qui ont conduit au développement de la dissuasion nucléaire française indépendante et le retrait de la France de la structure militaire de l'OTAN en 1966. En 1982, l'Espagne, nouvellement démocratique, a rejoint l'Alliance. Les révolutions de 1989 en Europe ont conduit à une réévaluation stratégique de l'objectif, de la nature, des tâches et de l'orientation de l'OTAN sur ce continent. En octobre 1990, l'Union soviétique n'est plus. Il a mandaté les réductions militaires spécifiques à travers le continent qui se sont poursuivies après l'effondrement du pacte de Varsovie en février 1991 et la dissolution de l'Union soviétique en décembre,
qui a éliminé de facto les principaux adversaires de l'OTAN. Cela a permis de commencer une réduction des dépenses et des équipements militaires en Europe. Le traité CFE a permis aux signataires de retirer 52 000 pièces d'armement conventionnelles au cours des 16 années suivantes et a permis aux dépenses militaires des membres européens de l'OTAN de diminuer de 28% entre 1990 et 2015. Pourtant, en 1990, et on a pu constater que cette information est remontée à la surface, il y avait eu une sorte d'assurance verbale, morale, qui avait été plus ou moins donnée aux dirigeants de l'époque, Mikhaïl Gorbatchev, que l'OTAN ne s'étendrait pas plus à l'Est, comme l'ont révélé des mémorandums de conversation privés. Cependant, le texte final du traité et du règlement final concernant l'Allemagne, signé plus tard cette année-là, ne contenait aucune mention de la question de l'expansion vers l'Est. Dans les années 90, l'organisation a étendu ses activités à des situations politiques et humanitaires qui n'étaient pas auparavant des préoccupations de l'OTAN. Pendant l'éclatement de la Yougoslavie, l'organisation a mené ses premières interventions militaires en Bosnie de 1992 à 1995 et plus tard en Yougoslavie en 1999. Ces conflits ont motivé des importantes restructurations militaires après la guerre froide. La structure militaire de l'OTAN a été réduite et réorganisée avec la création de nouvelles forces telles que la création du corps de réaction rapide du commandement allié en Europe. Les changements apportés par l'effondrement de l'Union soviétique sur l'équilibre militaire en Europe depuis le traité FCE ont été reconnus dans le traité adapté sur les forces armées conventionnelles en Europe qui a été signé lors du sommet d'Istanbul en 1999. Rappelez-vous, à cette époque, il n'y avait pas encore de Vladimir Poutine à la tête de la Russie. Sur le plan politique, l'organisation a recherché de meilleures relations avec les nations nouvellement autonomes d'Europe centrale et orientale et des forums diplomatiques de coopération régionale entre l'OTAN et ses voisins ont été créés au cours de cette période d'après-guerre froide, notamment le Partenariat pour la paix et l'initiative du dialogue méditerranéen en 1994, le Conseil de partenariat euro-atlantique en 1997 et le Conseil conjoint permanent OTAN-Russie en 1998. Lors du sommet de Washington en 1999, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque ont officiellement rejoint l'OTAN et l'organisation a également publié de nouvelles directives pour l'adhésion à plan d'action individualisé pour l'adhésion. Ces plans ont régi l'ajout de nouveaux membres de l'Alliance, puisque sont arrivés par la suite la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie en 2004, l'Albanie et la Croatie en 2009, le Monténégro en 2017 et la Macédoine du Nord, dernière arrivée dans le giron de l'OTAN en 2020. L'élection du président français Nicolas Sarkozy en 2007 a conduit à une réforme majeure de la position militaire de la France, culminant avec le retour à l'adhésion à part entière le 4 avril 2009, qui comprenait également la réintégration de la France dans la structure du commandement militaire de l'OTAN, tout en maintenant une dissuasion nucléaire indépendante. L'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, obligeant les États membres à venir en aide à tout État membre faisant l'objet d'une attaque armée, a été invoqué par la première et unique fois après les attentats du 11 septembre, après quoi les troupes ont été déployées en Afghanistan dans le cadre du FIAS dirigé par l'OTAN. L'organisation a exercé une série de rôles supplémentaires depuis lors, notamment l'envoi de formateurs en Irak, l'aide aux opérations de lutte contre la piraterie et en 2011 l'application d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye conformément à la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'annexion de la Crimée par la Russie a conduit à une forte condamnation par les pays de l'OTAN et a été l'une des 7 fois où l'article 4, qui appelle à la consultation
entre les membres de l'OTAN a été invoqué. Les temps antérieurs incluent pendant la guerre en Irak et la guerre civile syrienne. Lors du sommet du Pays de Galles en 2014, les dirigeants des États membres de l'OTAN se sont formellement engagés pour la première fois à consacrer l'équivalent d'au moins 2% de leur produit intérieur brut à la défense d'ici 2024, ce qui n'était auparavant qu'une ligne directive informelle. Rappelez-vous, Donald Trump, qui avait accusé l'Allemagne de traîner la patte pour obtenir cet objectif. Lors du sommet de Varsovie en 2016, les pays de l'OTAN se sont mis d'accord sur la création d'une présence avancée renforcée de l'OTAN qui a déployé 4 groupements tactiques multinationaux de la taille d'un bataillon en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. Or, à partir de 2014, alors que déjà un grand nombre d'experts en géopolitique savaient que l'Ukraine allait devenir un véritable problème de par sa situation géographique, sa situation tampon entre les pays membres de l'OTAN et la Russie de Poutine. À partir de 2014, Maïdan, les sécessions des régions de l'Est, le Donetsk, Lugansk, qui vont devenir plus vulgairement le Donbass, et surtout la Crimée. Cette fameuse Crimée qui, par un référendum, va demander son adhésion, son intégration à la Russie, vont donner l'opportunité à l'OTAN de se réaffirmer, de se renforcer. Avant et pendant l'invasion russe de l'Ukraine à partir de février 2022, plusieurs pays de l'OTAN ont envoyé des troupes au sol, des navires de guerre et des avions de chasse pour renforcer le flanc oriental de l'Alliance, et plusieurs pays ont de nouveau invoqué l'article 4. En mars 2022, les dirigeants de l'OTAN se sont réunis à Bruxelles pour un sommet extraordinaire, auquel ont également participé les dirigeants du groupe des 7 et de l'Union européenne. Les États membres de l'OTAN ont convenu d'établir 4 groupements tactiques supplémentaires en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie, et des éléments de force de réaction de l'OTAN ont été activés pour la première fois dans l'histoire de l'OTAN. En juin 2022, l'OTAN avait déployé 40 000 soldats le long de son flanc oriental, le long de 2500 km, pour dissuader l'agression russe. Plus de la moitié de ce nombre a été déployé en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Slovaquie et en Pologne, 5 pays rassemblant une force combinée considérable de l'ex-OTAN de 259 000 soldats. Pour compléter l'armée de l'air bulgare, l'Espagne a envoyé des Eurofighter Typhoon. Les Pays-Bas ont envoyé 8 avions d'attaque F-35 et des avions d'attaque français et américains supplémentaires arriveraient bientôt également. En réalité, qu'est-ce que la structure de l'OTAN ? Toutes les agences et organisations de l'OTAN sont intégrées dans les rôles exécutifs, administratifs, civils ou militaires. Pour la plupart, ils remplissent des rôles et des fonctions qui soutiennent directement ou indirectement le rôle de sécurité de l'Alliance dans son ensemble. La structure civile comprend le Conseil de l'Atlantique Nord, qui est l'organe qui dispose d'une autorité de gouvernance effective et de pouvoir de décision au sein de l'OTAN, composé des représentants permanents des pays membres ou de représentants à un niveau supérieur, comme le ministre des Affaires étrangères, de la Défense ou chef d'État ou de gouvernement. Le Conseil d'Atlantique Nord se réunit au moins une fois par semaine et prend des décisions importantes concernant les politiques de l'OTAN. Les réunions du Conseil de l'Atlantique Nord sont présidées par le secrétaire général et lorsque des décisions doivent être prises, les actions sont décidées par consensus. Il n'y a pas de vote ni de décision à la majorité. Chaque nation représentée à la table du Conseil ou à l'un de ses comités subordonnés conserve l'entière souveraineté et la responsabilité de ses propres décisions. Vient ensuite le siège de l'OTAN. Il se trouve à Bruxelles, situé au boulevard Léopold III, avenue Léopold III, au B1110, qui se trouve dans la commune de la ville de Bruxelles.
Le personnel du quartier général est composé de délégations nationales des pays membres et comprend des bureaux de liaison civile et militaire et des officiers ou missions diplomatiques et diplomates des pays partenaires, ainsi que le personnel international et le personnel militaire international composé de membres actifs des forces armées des États membres. Des groupes non gouvernementaux se sont également développés pour soutenir l'OTAN, largement sous la bannière de mouvements tels que l'Atlantic Council ou l'Atlantic Treaty Association. Vient ensuite la structure militaire. Le comité militaire est l'organe de l'OTAN composé des chefs d'état-major de défense et des membres et conseils du Conseil de l'Atlantique Nord sur la politique et la stratégie militaire. Le CHOD nationaux sont régulièrement représentés au Conseil militaire par leurs représentants militaires permanents, qui sont souvent des officiers de pavillon 2 ou 3 étoiles. Comme le Conseil, le comité militaire se réunit de temps à autre à un niveau supérieur, à savoir au niveau des chefs d'état-major de défense, l'officier militaire le plus haut gradé des forces armées de chaque nation. Le comité militaire est dirigé par son président, qui dirige les opérations militaires de l'OTAN. Jusqu'à ce que la France rejoigne l'OTAN, elle n'était pas représentée au comité des plans de défense, ce qui a conduit à des conflits entre elle et les membres de l'OTAN. Tel était le cas de l'approche de l'opération Iraqi Freedom. Le travail opérationnel du comité est soutenu par l'état-major militaire international. Ensuite vient le commandement allié opération, qui est un commandement de l'OTAN responsable des opérations de l'OTAN dans le monde. Le corps à déploiement rapide comprend l'Eurocorps, le premier régiment de corps allemand-néerlandais, le régiment multinational Nord-Est et le corps italien au déploiement rapide de l'OTAN, entre autres, ainsi que les forces navales et hauts niveaux de préparation qui relèvent toutes du commandement allié des opérations. Et enfin, vous avez le commandement allié transformation, qui est responsable de la transformation et de la formation des forces de l'OTAN. Les organisations et agences de l'OTAN comprennent également l'agence OTAN de soutien, qui sera à Kapellen, au Luxembourg, l'agence de l'OTAN d'information et de communication, toujours à Bruxelles, et l'organisation OTAN pour la science et la technologie. Également, l'agence de normalisation de l'OTAN est devenue le bureau de normalisation de l'OTAN depuis juillet 2014. Et enfin, l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, qui est un organe qui fixe les grands objectifs stratégiques de l'OTAN, qui se réunit 2 fois par an. L'Assemblée parlementaire de l'OTAN interagit directement avec les structures mêmes parlementaires des gouvernements nationaux des États membres, qui nomment les membres permanents ou les ambassadeurs auprès de l'OTAN. L'Assemblée parlementaire de l'OTAN est composée de législateurs des pays membres de l'Alliance de l'Atlantique Nord, ainsi que de 13 membres associés. Il s'agit cependant officiellement d'une structure différente de l'OTAN et a pour but de rejoindre les députés des pays de l'OTAN afin de discuter des politiques de sécurité au sein même du Conseil de l'OTAN. Mais au final, quelle est l'autorité légale du commandement de l'OTAN ? L'OTAN, comme je vous l'ai dit, est une alliance de 30 nations souveraines et leur souveraineté individuelle n'est pas affectée par leur participation à l'alliance. L'OTAN n'a pas de parlement, pas de loi, pas d'application et pas de pouvoir pour punir les citoyens. En conséquence, de ce manque de souveraineté, le pouvoir et l'autorité d'un commandement de l'OTAN sont limités. Les commandements de l'OTAN ne peuvent punir des infractions telles que le non-respect d'un ordre légitime, manquement au devoir ou un manque de respect envers des officiers supérieurs. Les commandements de l'OTAN s'attendent à être obéis, mais doivent parfois subordonner leurs désirs ou leurs plans aux opérateurs qui sont eux-mêmes soumis à des codes de conduite souverains, comme l'UCMJ. L'affrontement entre le général Sir Mike Jackson et le général Wesley Clark à propos de l'action de la Clifford à l'aéroport de Pristina fut un exemple de ce petit dysfonctionnement qui peut arriver au sein même de l'Alliance.
Les commandements de l'OTAN peuvent donner des ordres à leurs commandants subordonnés sous la forme de plans opérationnels, d'ordres opérationnels, sous le plan de directives tactiques ou d'ordres fragmentaires ou autres. Les règles d'engagement conjointes doivent être respectées et le droit des conflits armés doit être respecté en tout temps. Les ressources opérationnelles restent sous commandement national, mais ont été transférées temporairement à l'OTAN, bien que ces unités nationales, par le biais de processus formels de transfert d'autorité, aient été placées sous le commandement opérationnel et le contrôle du commandement de l'OTAN, elles ne perdent jamais leur caractère national. Des hauts représentants nationaux, comme le CDS, sont désignés comme soi-disant titulaires d'une carte rouge. La mise en garde sont des restrictions énumérées nation par nation que le commandement de l'OTAN doivent prendre en compte. Donc, comme vous pouvez le constater, l'OTAN, c'est une organisation avec un ensemble d'organismes à la fois civils et militaires. On l'a vu, le commandement militaire étant dans son plus haut niveau exclusivement américain, ce qui a valu d'ailleurs le fait que De Gaulle, à un moment donné, a posé la question à Eisenhower de pouvoir partager équitablement ce commandement par alternance, et De Gaulle s'est fait plutôt rembarrer, ce qui a poussé De Gaulle à finalement lancer un plan d'indépendance, on va dire militaire, d'indépendance souveraine de la France vis-à-vis de l'OTAN, incluant évidemment la stratégie nucléaire jusqu'en 1966, où en 1966, eh bien, ce sont les derniers Américains qui ont quitté le territoire français. Et depuis, eh bien, la France était membre de l'Alliance, mais ne rentrait pas dans le cadre du commandement militaire. Elle n'est restée que dans le cadre d'un commandement, ou tout du moins d'une organisation civile. Jusqu'en 2007, l'arrivée de Nicolas Sarkozy a fait que finalement, la France a réintégré le commandement militaire. Sauf que, comme on l'a vu, vous venez de le voir dans ce petit résumé, dans les années 90, l'OTAN n'avait plus lieu d'être. L'OTAN n'avait plus d'existence réelle, puisque le bloc soviétique s'est effondré. Alors évidemment, il a fallu trouver d'autres justifications. Et l'une des principales justifications, ça a été, eh bien, on a une organisation d'un ensemble de pays européens, autant la garder, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir d'autres problèmes qui peuvent survenir dans l'avenir, donc il faut garder une structure, une cohésion. Sauf que, dans les années 90, l'Union soviétique est effondrée, la Russie est en train d'être dépecée façon puzzle par les ultralibéraux, par le capitalisme, par les oligarques, soutenus par des intérêts extérieurs, jusqu'en 2000. Jusqu'à l'arrivée, évidemment, de Poutine. Où là, tout d'un coup, certains se sont rendus compte que l'hégémonie américaine, l'hégémonie du capitalisme, l'hégémonie de l'Occident, allait être fatalement freinée par Vladimir Poutine, mais déjà aussi dans les années 2000 par l'émergence de la Chine, et pas seulement, d'autres pays également, émergents économiquement, l'Inde, l'Afrique du Sud, d'autres pays qui jusqu'à présent étaient plutôt considérés comme des ersatz, mais qui aujourd'hui prennent véritablement de l'importance, et essentiellement des pays asiatiques. Pays asiatiques justement qui, de par cette frénésie économique, cette frénésie de marché, nous a quand même créé une petite crise à la fin des années 90. Et donc au moment où Poutine arrive au pouvoir en Russie, très rapidement, les responsables, les experts comprennent que Poutine n'a pas l'intention de faire une continuité de politique à la Helsinki, de laisser son pays être dépecé, et va au contraire réaffirmer sa volonté de renforcer, de réaffirmer la Russie dans l'échiquier international. Pendant les années 2000, en effet, il va le faire. Il va parfois même faire preuve de silence par rapport à certaines décisions, certains choix.
Il va même se soumettre plus ou moins à la volonté américaine, victime des événements du 11 septembre 2001. Il ne s'opposera guère à la guerre en Irak. Mais à partir des années 2010, après avoir passé 10 ans à remonter, reconstruire, renforcer la Russie, eh bien là, Poutine va prendre évidemment sa position de leader d'une nation avec laquelle il faut jouer, et jouer honnêtement, jouer diplomatiquement. Sauf que le problème, c'est qu'avec l'OTAN, ne soyons pas dupes, Poutine était parfaitement au courant de cette promesse, tout du moins de ces paroles, et il sait s'en souvenir. Et il va évidemment jouer sa carte auprès d'autres pays émergents, jusqu'à la fondation, la création de certaines organisations ou de certaines alliances avec ces pays, très clairement pour afficher une indépendance vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis des organisations internationales telles que l'ONU. L'ONU qui malheureusement, elle aussi aujourd'hui, est une ersatz, n'est plus qu'un fantôme, n'est plus qu'une ombre de cette volonté d'essayer de trouver des compromis et des justes positions dans l'échiquier de la diplomatie internationale et des conflits qui peuvent opposer un certain nombre de pays les uns avec les autres. Et l'OTAN, l'OTAN, lui, a fait son boulot, c'est-à-dire qu'a intégré un certain nombre de pays, y a placé un certain nombre de choses. Je rappelle, pour précision, un certain nombre de pays membres de l'OTAN, aujourd'hui, possèdent des bases militaires américaines, contrairement à la France. Mais on en vient à cette réunion récente, avec le propos de Biden. Biden qui réaffirme la position de vouloir renforcer la présence, renforcer l'unité, renforcer la solidarité de l'OTAN au sein de l'Europe. Sous-entendant évidemment commencer à mettre en place ce qui pourrait éventuellement nous faire plonger dans une troisième guerre mondiale. Qu'est-ce qui ne pourrait pas arriver du fait de notre président Emmanuel Macron, que demain en France viennent ou réapparaissent des bases militaires américaines? Alors, en l'état actuel, je pense que Macron ne s'aventurera pas à cette décision du fait que les institutions françaises ont conservé et ont gardé une certaine souveraineté territoriale et qu'il est hors de question d'accepter des bases militaires ou des soldats américains sur le sol français. Les autres pays font ce qu'ils veulent. Mais à la limite, ils ont plutôt une certaine légitimité de le faire parce que, vu que ce sont des pays émergents, vu que c'est des pays qui sont sortis du joug soviétique, ce sont des pays qui ont encore tout un travail colossal sur eux-mêmes, y compris sur leurs forces militaires. Donc, pour les protéger, eh bien, il était évident et logique qu'ils intègrent l'OTAN par l'intermédiaire de l'OTAN, ils acceptent la présence de militaires américains pour conforter leur sécurité territoriale. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu, grande cérémonie en grande pompe, au Parlement de la Rada à Kiev, en Ukraine, avec l'intronisation du drapeau européen. Car oui, ça y est, l'Ukraine a son processus d'intégration lancé. Mais comme vous le savez certainement aussi bien que moi, l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne n'est qu'un pas en avant vers potentiellement l'intégration à terme à l'OTAN. Sauf que le problème, c'est qu'il y a quand même un pays qui s'oppose à cette intégration, c'est la Turquie. La Turquie qui est quand même membre de l'OTAN, si ma mémoire est bonne. Et de ce fait, parce que la Turquie, elle veut aussi réaffirmer ce que les institutions même de l'OTAN prévoient, c'est-à-dire chaque pays garde sa souveraineté. Et que par conséquent, de par sa souveraineté, chaque pays est parfaitement en droit de dire d'accord ou pas d'accord. Sauf que, depuis de nombreuses années, on a placé à la tête de ces pays des gens qui sont profondément atlantistes. Et que par conséquent, ils le savent. Si jamais ils ont le malheur de s'opposer ou de dire non à l'impérialisme américain, de certains choix, de certaines décisions, de certaines orientations, eh bien en règle générale, ils dégagent. Ils dégagent par n'importe quel moyen. Et donc, par conséquent, le fait est, c'est qu'aujourd'hui, l'OTAN est une organisation qui, à la limite, aurait pu être préservée, et d'ailleurs c'est ce qu'il a été dans les années 90, même si
les impératifs n'étaient plus les mêmes, voire même n'étaient pas véritablement concrets, même si la guerre en Yougoslavie était déjà annonciatrice de dislocation de certains pays de par des conflits réémergents entre des communautés, entre des ethnies, des religions, des conflits tribaux, on va dire. C'est ce qui s'est passé finalement, que ce soit avec l'Ossétie en Moldavie, Géorgie, pardon. La Moldavie aussi possède des communautés qui sont plutôt de culture slave, balte, russophone, etc. Donc l'OTAN s'est dit oui, on va quand même être présent pour essayer de résoudre ces problèmes qui vont tôt ou tard finir par émerger. Parce que finalement, l'Ukraine aujourd'hui, l'Ukraine c'est à peu près le même problème qu'il y a eu avec la Yougoslavie. À ceci près, c'est que l'Ukraine, c'est un pays stratégique pour l'Occident, c'est un pays frontalier de la Russie, c'est un pays à la culture qui est peut-être la plus limitrophe, la plus proche de la Russie, et il est hors de question de faire exactement la même chose qu'on a fait en Yougoslavie, c'est-à-dire d'essayer de pacifier les clans et finalement, au final, accepter la scission, c'est-à-dire l'explosion même de la Yougoslavie en d'autres États, et même encore aujourd'hui, et on en a déjà parlé, il y a encore un certain nombre de territoires qui sont disputés, qui sont revendiqués par une partie ou une autre, jusqu'au point même qu'on a même créé, inventé une indépendance d'une région qu'on appelle le Kosovo. Sauf qu'aujourd'hui, la situation de l'OTAN inquiète. Elle inquiète pourquoi ? Parce que l'OTAN est consciente qu'elle est aujourd'hui au bord d'une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir, parce que de toute façon, ça serait perdant-perdant. Et le fait est, c'est que même si aujourd'hui, on joue énormément les gros bras, on joue énormément les gros muscles, ça ne suffit plus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en face, on a la Chine qui n'attend qu'une étincelle, et on a une Russie où Poutine, finalement, après presque 10 ans, a fait le pas pour tester, pour nous démontrer à nous autres occidentaux que finalement nous sommes dirigés par des pleutres, nous sommes dirigés par des gens qui ont toujours cru pouvoir maintenir, contrôler, dominer par leurs idéologies, par leur politique, par leur démocratie, mais qu'en réalité aujourd'hui, ils sont les pieds au mur, et qu'aujourd'hui nous en sommes arrivés à quasiment toutes les semaines, que ce soit Biden, que ce soit Macron ou n'importe quel autre président, qui se décrète à vouloir financer, aider, améliorer la position de Kiev, la position du gouvernement ukrainien, et d'aider ce président guignol, qui est Zelensky, je vais y arriver. Et comme je l'avais dit d'ailleurs dans une vidéo, je veux dire, à force d'envoyer des armes, il y a un moment donné, mais il va plus y avoir assez de soldats ukrainiens pour les utiliser, ces armes. D'autant plus que là, on vient apparemment d'entendre que deux systèmes d'artillerie français, dont le nom m'échappe, je sais plus, c'est Hercule ou Jupiter, je ne sais plus, je vous le mettrai là, ont été revendus par l'Ukraine. Et là, évidemment, on se dit, mais, pardon ? Mais oui, vous savez, on a entendu dire par Washington qu'apparemment, il y a du matériel qu'on a envoyé en Ukraine, il y en a une partie qui a disparu, qui est partie sur le marché noir. Sauf que 2 pièces d'artillerie qui ont été revendues par les Ukrainiens, pensez bien que ceux qui les ont rachetés, c'est les Russes. Et aujourd'hui, les Russes ont ces matériels français et sont en train de le décortiquer pour finalement peut-être le copier. Bravo, magnifique, super. Donc, cette OTAN, on en parle souvent. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop, qui ne connaissent pas trop ce système, comme je vous l'ai dit, qui est à la fois une organisation civile, mais aussi une organisation militaire, mais que cette organisation militaire aujourd'hui, elle dépend énormément de l'investissement et des moyens humains et matériels des pays membres, et que parmi les pays membres, évidemment, le seul pays qui est aujourd'hui à même de pouvoir fournir logistique, armement et hommes de façon conséquente, c'est évidemment les États-Unis. Et donc, voilà, c'est un petit peu le problème.
Je rappelle, il y a une étude récente qui apparemment a révélé que les forces françaises aujourd'hui, dans sa capacité, en tout et pour tout, avec tous les corps d'armes, seraient capables éventuellement de défendre la France pendant une semaine. Mais pas plus. Après, on n'a plus les moyens. Donc voilà. Donc, j'ai envie de dire, autant organisation d'un ensemble d'alliances de pays, etc., où chacun aurait sa souveraineté de pouvoir dire je suis d'accord, pas d'accord, etc., ça c'est la théorie. En pratique, c'est finalement Washington qui donne ses ordres, qui contrôle les choses, et que si jamais un pays décide de ne pas être d'accord, ou décide d'aller à l'encontre, ou d'aller dans le sens contraire du vent, eh bien en général, on peut s'attendre à ce que dans les semaines à venir, un scandale, un problème, fasse que le dirigeant en place démissionne ou soit viré. Donc voilà un petit peu comment on pourrait aujourd'hui voir l'OTAN face à une menace claire, nette, précise. C'est qu'aujourd'hui, en effet, on est à 11h49 et 30 secondes de l'apocalypse, tant aujourd'hui il suffirait d'une étincelle pour allumer la mèche et mettre le feu aux poudres. Avec certains de nos dirigeants actuels, on est en droit quand même de s'inquiéter, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit les plus compétents dans la matière. Surtout qu'en plus, aux États-Unis, vous avez quand même des généraux qui sont relativement des va-t-en-guerre, ce qui n'arrange rien. Et en plus de ça, quand on a un Macron qui est un communicant, qui est un VRP, qui n'est pas un président de la République, force est de constater qu'aujourd'hui, il y en a un qui, à mon avis, doit bien rigoler. C'est l'actuellement locataire du Kremlin. Tout comme d'ailleurs, je pense qu'aussi le président chinois, lui aussi, doit bien rigoler, parce que, doivent rigoler avec le petit rictus quand même contrôlé, parce qu'il y a quand même une situation économique qu'ils ne pourront pas tenir indéfiniment, même si pour l'instant ils essaient vraiment de compenser, ils essaient un petit peu d'arrondir les angles, si on peut dire les choses comme ça. Parce que je rappelle, le rouble, finalement, le rouble est assez montant, un petit peu en denti, mais il ne s'est pas effondré. L'économie russe n'est pas effondrée. Parce que, justement, quand on a un ministre de l'économie comme M. Le Maire, qui n'a toujours pas compris que la Russie a des partenaires économiques, et que c'est avec ces partenaires économiques, elle peut tenir le coup pendant au moins un an et demi, c'est montrer donc l'incompétence de ces gens qu'on a aujourd'hui à la tête de l'État et des ministères. Donc, à surveiller un petit peu ces mouvements de l'OTAN, on a eu, je crois, un entraînement. Le mot entraînement, ça veut dire en fait démonstration, en réalité, en sachant que il est quand même ressorti de cette dernière réunion de l'OTAN, où d'ailleurs ont été invités l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Il a été bien établi qu'il était hors de question que pour l'instant l'OTAN aille chercher des partenaires ou des membres dans les pays asiatiques. Parce que oui, ça poserait aussi un gros souci à la Chine. Donc voilà pour cette question de l'OTAN. J'espère que avec cette vidéo, vous y verrez un petit peu plus clair sur ce qu'est cette organisation qui a été créée de façon un peu légitime, mais dans un contexte et dans une époque, mais qu'aujourd'hui ce contexte et cette époque n'existent plus, même si, d'une certaine manière, on commence à sentir qu'on essaie de vouloir reconstruire un rideau de fer, reconstruire une guerre froide avec la Russie. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.